C'était la seule fois où j'ai pu vivre quelque chose avec elle, même si ce n'était qu'un mensonge doux offert par mon propre esprit. Depuis quelque temps, je suis devenu handicapé. Et depuis, mes rêves me ramènent sans arrêt à une version de moi qui marche normalement, sans douleur, sans boiter, comme si mon corps n'avait jamais changé. Dans ces rêves, je ne fais rien d'extraordinaire. Je me lève, je marche, je cours parfois, pas pour fuir, juste pour sentir mes jambes suivre sans effort, comme avant. Je monte des escaliers sans réfléchir, je me déplace sans stratégie, sans hésitation. C'est d'une simplicité absolue, et pourtant ça me semble irréel. Mais à chaque fois, le réveil est brutal. Je rouvre les yeux, je reprends conscience de mon corps tel qu'il est maintenant, et cette lucidité me frappe avec une précision cruelle. Le rêve ne me quitte pas tout de suite, il traîne un peu, comme un écho. Et puis il s'efface lentement, pendant que la réalité se réinstalle. Je ne me réveille pas en colère, ni en larmes. C'est plutôt une forme sourde de déception, un vide discret mais profond, comme si j'avais brièvement touché quelque chose que je ne retrouverai plus autrement que dans mon sommeil. Quand j'étais dans la vingtaine, il m'arrivait souvent de faire des rêves lucides. Dès que je prenais conscience que j'étais en train de rêver, mon premier réflexe était de m'envoler ou de m'élever lentement jusqu'au plafond, juste pour vérifier si c'était bien un rêve, parce que c'était un moyen simple et grisant de le confirmer. Une fois que j'étais certain de ne pas être dans la réalité, une pensée surgissait toujours, presque automatiquement, comme une impulsion incontrôlable, avec qui est-ce que je pourrais faire semblant de coucher maintenant ? Et à chaque fois, l'excitation fulgurante que cette idée déclenchait était si intense qu'elle me réveillait sur le champ, sans exception, me laissant allonger dans le noir avec un mélange de frustration et de rire silencieux. Et malgré cela, la fois suivante, je refaisais exactement la même chose, comme si je n'apprenais jamais. Quelques mois avant mon mariage, j'ai fait un rêve assez étrange mais plutôt réjouissant. J'étais dans la salle de réception, tout était prêt, les invités riaient, les verres tintaient, et au milieu de tout ça, Bill Murray était là, assis à une table comme s'il avait toujours fait partie de ma vie. Quand il s'est levé et qu'il m'a demandé s'il pouvait porter un toast, je n'ai même pas réfléchi une seconde, je lui ai répondu avec enthousiasme. C'était Bill Murray, après tout. Il a pris une coupe de champagne, s'est avancé au centre de la pièce, tous les regards se sont tournés vers lui. Il a levé son verre, a pris une petite inspiration, et au moment exact où il allait commencer à parler, j'ai ouvert les yeux. J'étais de retour dans mon lit, le cœur battant, les mots du toast envolés avec le rêve. Et depuis ce jour-là, je me demande encore ce qu'il aurait pu dire. J'ai rêvé que je faisais partie d'un mouvement de résistance en Europe de l'Est, un réseau clandestin qui devait communiquer en code et se cacher dans des manoirs à moitié en ruine, perdus au fond des forêts, pour organiser nos attaques contre un régime fasciste qui semblait tout contrôler. On vivait dans la peur mais aussi avec une détermination farouche, comme si le silence des arbres nous protégeait un peu de l'horreur qui régnait dehors. À un moment, on a décidé de faire appel au pape. Pas pour une bénédiction, mais parce qu'on pensait qu'il pouvait nous aider à faire passer des messages, à utiliser son influence, à détourner les regards du régime. Et il a accepté. On s'est déplacé jusqu'à lui, caché dans une caravane déguisée en convoi humanitaire, l'espoir presque palpable dans notre petit groupe. Mais quand on est arrivé, quelque chose n'allait pas. Il n'avait pas l'air surpris de nous voir, ni soulagé, juste fermé. Puis on a compris. Il nous a trahis. Le régime savait qu'il était homosexuel, et il l'avait menacé de tout révéler. Alors pour se protéger, il avait vendu nos noms, nos lieux de rassemblement, nos plans. Je n'ai pas eu le temps de savoir ce qui s'est passé ensuite. Juste ce moment suspendu, cette sensation glaciale quand tu réalises que tout peut s'effondrer d'un seul geste. C'est à ce moment-là que je me suis réveillé, sans savoir si on avait été capturé, ou si on avait réussi à s'enfuir. Je l'appelle mon rêve du pape gay.
J'ai fait un cauchemar où j'étais une adolescente, avec un groupe d'amis, tous à vélo, comme dans un vieux film un peu trop réaliste. On passait nos journées à fuir et traquer une créature, une sorte d'ombre monstrueuse qui rôdait dans notre ville et s'attaquait aux chiens. On ne savait pas ce que c'était exactement, ni d'où elle venait, mais on avait vu ce qu'elle laissait derrière elle. Et ça suffisait. Un soir, on a réussi à la suivre jusqu'à une vieille maison abandonnée, perdue au bout d'un chemin qu'aucun de nous n'avait jamais osé prendre avant. On savait qu'il y avait des chiens à l'intérieur, probablement encore vivants, alors on est entré en silence, avec cette peur glaciale qui te coince la gorge. L'odeur était terrible, les murs pourris, le sol craquait à chaque pas. On s'est séparés pour chercher plus vite, et moi, je suis tombé sur une petite pièce où 2 chiens étaient enfermés derrière une grille rouillée. Ils étaient vivants, maigres, terrorisés. J'ai essayé d'ouvrir la porte en douceur, mais l'un d'eux s'est mis à aboyer, fort, sans s'arrêter, et j'ai tout de suite senti que c'était trop tard. Je me suis agenouillé devant lui, j'ai murmuré, j'ai supplié, mais il n'écoutait rien, il était trop paniqué. Puis j'ai entendu mes amis crier, depuis une autre pièce, pas des cris d'appel, mais de terreur, des cris qui changent l'air autour de toi. Et juste avant que je puisse voir ce qui allait se passer, juste avant que je puisse savoir si on allait sauver les chiens ou si cette chose allait tous nous trouver, je me suis réveillé, le cœur battant, sans jamais savoir si les chiens avaient survécu. Ce matin, j'ai fait un rêve qui a complètement dérapé. Je suis un gros dormeur, et tout ce qui se passe autour de moi finit souvent par se glisser dans mes rêves, comme si mon cerveau refusait de faire la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. C'est parfois un vrai poison. Il était à peu près 3h30 quand une alerte Amber a retenti sur mon téléphone, et à cet instant précis, mon rêve a basculé. Avant ça, tout allait bien, j'étais avec des amis, il y avait une sorte de calme, rien d'inquiétant. Mais au moment où l'alerte a hurlé dans la pièce, dans mon rêve, c'est devenu une sirène d'urgence, le genre qu'on n'entend que quand c'est déjà trop tard. Puis tout s'est précipité. Une explosion, blanche, brûlante, insoutenable. Un souffle immense a emporté mes amis en un instant, comme s'ils s'étaient évaporés. Je me suis retrouvé seul, vivant, enfermé dans un bunker froid et silencieux, à fixer une porte en métal sans oser l'ouvrir. Je savais ce qui m'attendait de l'autre côté, ou du moins je croyais le savoir. Et juste au moment où j'allais sortir, quand j'allais enfin voir ce qu'il restait du monde, j'ai ouvert les yeux, toujours allongé dans mon lit, en train d'éteindre l'alerte sur mon téléphone. Rien que du silence autour de moi, mais le rêve m'est resté collé à la peau comme de la cendre. J'ai rêvé que j'avais plein d'animaux chez moi, des oiseaux et des serpents, tous installés dans ma cuisine comme si c'était tout à fait normal. C'étaient mes animaux de compagnie, chacun avec sa petite personnalité, et on vivait ensemble dans un espèce d'équilibre improbable mais parfait. Les serpents venaient se lever contre moi pendant que je regardais Netflix affalé sur le canapé, pendant que les oiseaux voletaient tranquillement autour de la pièce, se posant au-dessus du frigo, sur les étagères, parfois même sur ma tête. C'était un rêve calme, doux, étrangement réaliste, à tel point qu'en me réveillant, j'ai eu un réflexe absurde. Une pensée m'a traversé l'esprit comme si elle venait d'un souvenir réel. Merde, j'ai laissé les serpents sur le canapé avec les oiseaux, j'espère qu'ils n'en ont pas mangé un. Et pendant quelques secondes, encore à moitié dans le rêve, j'ai eu une vraie inquiétude. Puis, petit à petit, la réalité est revenue. Il n'y avait ni oiseaux, ni serpents, ni petit monde animal à gérer dans ma cuisine. Juste le silence de mon appartement vide. J'étais déçu, un peu triste que ce petit univers n'existe pas, mais aussi étrangement soulagé de ne pas avoir été un propriétaire aussi négligent que mon imagination voulait me le faire croire. Il y a quelques années, j'ai fait un rêve qui m'est resté collé à l'esprit plus longtemps que je l'aurais cru. J'étais à une soirée, une de celles où la lumière est douce, les voix un peu floues, et l'ambiance étrangement familière. J'ai rencontré une fille là-bas, on a commencé à parler, et très vite, on s'est bien entendu. Il y avait une sorte de connexion naturelle, comme si on se connaissait depuis toujours. On riait, on se comprenait, tout semblait couler sans effort.
Mais à un moment, j'ai eu cette prise de conscience brutale, j'étais en train de rêver. Alors je lui ai dit, presque à contre-cœur, que tout ça n'était pas réel. Elle m'a regardé avec une incompréhension sincère, elle ne me croyait pas. Alors je lui ai demandé quel était son nom de famille. Elle n'a rien répondu. Juste ce regard vide, comme figé. Je lui ai dit que c'était normal, qu'elle ne le savait pas parce que mon cerveau ne lui en avait pas donné un, que ce n'était pas sa faute, et que puisqu'on était là, on ferait mieux de profiter du temps qu'il nous restait ensemble. Puis je me suis réveillé. Mais en me rendormant, quelque chose d'inhabituel s'est produit. J'étais à une autre fête, un autre endroit, avec des visages flous et des conversations qui bourdonnaient à l'arrière-plan. Je marchais sans but précis jusqu'à ce que je la voie. Elle était là. Et elle se souvenait de moi. Pas comme un rêve qui redémarre, mais comme une suite, comme si quelque chose avait persisté. On a passé le reste du rêve ensemble, à se retrouver, à se tenir la main, à exister dans cette parenthèse fragile. Il n'y avait pas de fin dramatique, pas d'éclat particulier, juste une sensation d'être à sa place. Mais après mon réveil définitif, ça m'a chamboulé. Pas juste parce que c'était un beau rêve, mais parce qu'il m'avait donné quelque chose que je ne pouvais pas ramener avec moi. Pendant quelques jours, j'ai marché avec ce vide étrange, cette impression d'avoir perdu quelqu'un qui, en réalité, n'avait jamais vraiment existé. C'était il y a un moment, mais ce rêve reste bizarrement net. Moi et ma mère, on fuyait une espèce de monstre immense, une chose sans nom ni forme claire, juste cette certitude écrasante que tout le Royaume-Uni fuyait aussi. C'était comme une panique collective, mais silencieuse, tendue, comme si tout le monde savait qu'on n'avait aucune chance si ça nous rattrapait. On a couru par la porte arrière d'un Morrison, comme si c'était notre seule issue, et pour une raison totalement inexplicable, on a pris le temps d'acheter un melon. Pas de nourriture pratique ou d'eau, non, un melon entier, comme si c'était vital. Et puis on a filé jusqu'à Londres, sans vraiment comprendre comment on y arrivait aussi vite, probablement à travers ce flou logique propre au rêve. Là, on s'est réfugié dans une maison délabrée, abandonnée, mais qui ressemblait à toutes les autres de la rue, 3 étages, en briques, avec cette allure typiquement britannique, comme figée dans une époque qu'on n'a jamais vraiment quittée. On savait que la chose approchait, même sans la voir. On vérifiait en permanence qu'elle restait à distance, on estimait qu'il nous fallait au moins 2 kilomètres d'avance pour espérer rester en vie. Mais elle se déplaçait vite, bien trop vite pour ce qu'elle semblait être. C'était comme si elle glissait à travers les rues sans jamais faire de bruit, sans laisser de traces, mais avec une régularité qui donnait froid dans le dos. Et juste au moment où je commençais à sentir que ça allait se resserrer, que ça allait vraiment arriver jusqu'à nous, je me suis réveillé. Rien, pas de faim, pas de confrontation, juste ce retour brutal au monde réel, avec une moitié de melon imaginaire et un sentiment d'urgence qui n'avait plus de sens. J'étais en plein rêve où j'étais milliardaire, et le plus étrange, c'est que j'avais fait fortune en testant des lits professionnellement. C'était mon métier. Je passais mes journées entières à dormir, allongé sur des matelas de luxe, à juger leur confort, leur fermeté, leur capacité à m'envelopper comme un nuage sur mesure. Et apparemment, j'étais exceptionnellement bon dans ce domaine. Les plus grandes marques me payaient des sommes absurdes juste pour que je vienne faire la sieste chez eux. Dans le rêve, c'était logique. Rien ne semblait bizarre. J'étais riche, célèbre dans un cercle très fermé de gens qui prenaient le sommeil très au sérieux, et je passais mes journées dans un état de demi-conscience parfaitement assumé. Je me souviens d'avoir dormi dans des chalets en Suisse, sur des yachts silencieux au large de la Méditerranée, dans des hôtels où le silence était si parfait qu'on entendait son propre cœur ralentir. Et je rêvais dans le rêve, un enchaînement de couches où chaque réveil me ramenait juste à un autre lit, encore plus confortable. Mais à un moment, sans que je m'en rende compte, je me suis vraiment réveillé. Mon cerveau était persuadé que j'étais encore dans mon travail de rêve, alors j'ai fermé les yeux, prêt à replonger. Sauf que cette fois, rien. Plus de sommeil, plus de fortune, plus de matelas hors de prix. Juste mon lit normal, dans ma chambre normale,
et cette frustration absurde d'avoir été tiré hors de l'un des rêves les plus étrangement agréables que j'ai fait. Oui, dit comme ça a l'air franchement bizarre. Mais comparé à certaines choses que je rêve parfois, franchement, c'était presque un luxe. La nuit dernière, j'ai fait un rêve qui démarrait comme une vraie scène de film interdit aux mineurs. J'étais à une fête, l'ambiance était chaude, la musique un peu étouffée, les lumières tamisées, et j'étais sur le point de monter à l'étage avec 2 filles absolument sublimes, genre rêve éveillé version de luxe. On se lançait des regards, des mots à double sens, tout était dans cette tension douce où tu sais exactement où ça va mener, et tu ne veux surtout pas que ça s'arrête. On entre dans une chambre, l'une d'elles commence à me coller contre elle, ses mains explorent doucement, elle me mordit le cou, l'autre se rapproche, c'était en train de vraiment devenir réel, comme si j'étais à 2 secondes d'échapper au monde pour plonger dans un fantasme parfait. Et là, sans le moindre avertissement, comme si quelqu'un avait tiré la prise, je me suis retrouvé réveillé. Allongé dans mon lit. Seul. Aucun bruit, aucun parfum sur la peau, juste l'écho du rêve qui s'efface trop vite. J'ai même pas eu le temps de râler, c'était juste fini. Et je suis resté là, à fixer le plafond, à moitié frustré, à moitié désespéré de voir à quel point mon propre cerveau aime me teaser avant de me jeter dehors sans explication. J'ai déjà rêvé d'un monde où, partout sur la planète, des gens commençaient à rencontrer leur double. Pas juste quelqu'un qui leur ressemblait vaguement, mais des copies parfaites, comme s'ils s'étaient regardés dans un miroir vivant. Et peu de temps après chaque rencontre, l'un des deux disparaissait sans laisser de traces. Personne ne savait pourquoi, ni ce que devenaient les disparus. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un effaçait ces personnes de la réalité, méthodiquement. Dans ce rêve, un ami à moi, quelqu'un que je connais dans la vraie vie, m'a dit qu'il savait où tout ça prenait racine. Apparemment, ce phénomène étrange et sinistre avait une origine, quelque part dans le centre-ville de Toronto. Je ne sais pas comment il le savait, mais dans le rêve, je le croyais sans hésiter. Alors moi et un petit groupe de 8 personnes, un mélange de visages réels et inventés, on a décidé de s'y rendre. On a convaincu un chauffeur de bus scolaire de nous y emmener, comme si c'était une mission secrète, urgente, mais pas encore complètement désespérée. Le trajet était tendu, personne ne parlait beaucoup, comme si on savait qu'on allait vers quelque chose de bien plus grand que nous. On regardait par les fenêtres, on vérifiait nos téléphones, on partageait des histoires de gens qui avaient vu leur double et qui avaient ensuite disparu. C'était comme si le monde entier devenait bancal, et nous, on s'accrochait encore à l'idée qu'on pouvait comprendre, qu'on pouvait arrêter ce qui se passait. Mais juste avant qu'on atteigne Toronto, je me suis réveillé. Brutalement, sans la moindre résolution. Je n'ai jamais su ce qu'il y avait là-bas, ni si on aurait pu faire quoi que ce soit. Et depuis, ce rêve me hante un peu. Parce qu'une part de moi continue de se demander si j'ai croisé mon double sans le savoir, et si c'est moi qui suis encore là, ou l'autre. Je me trouvais au cœur d'une jungle dense, accompagné d'un groupe de personnes que je considérais probablement comme des amis, même si, avec le recul, je ne me souviens pas vraiment de leur visage. Après plusieurs heures à avancer à travers la végétation étouffante, nous sommes tombés sur une structure ancienne partiellement dissimulée par les lianes et les racines, une sorte de temple enfoui dans l'ombre et le silence. L'air autour de nous semblait plus lourd, presque figé, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Il faisait déjà sombre et personne n'avait envie d'explorer l'intérieur sans lumière, alors nous avons décidé d'installer un campement juste à l'orée de la clairière. On m'a confié la tâche de rassembler du bois sec et des feuilles pour le feu, une mission simple en apparence, mais qui m'obligeait à m'éloigner un peu du groupe. Je me suis frayé un chemin à coups de machette, tranchant les lianes épaisses et les branches basses tout en gardant l'œil ouvert pour repérer ce dont j'avais besoin. C'est alors, sans prévenir, que j'ai entendu mon prénom résonner dans la jungle, prononcé d'une voix paniquée. Quelqu'un du groupe me hurlait dessus, m'appelait en boucle comme si sa vie en dépendait, comme si quelque chose d'invisible et de terrible était en train de se produire. Chaque appel semblait plus désespéré que le précédent. Mon cœur s'est mis à battre violemment dans ma poitrine,
je me suis figé sur place, prêt à faire demi-tour. Mais au moment où je me retournais pour courir vers le camp, tout s'est effacé. Je me suis réveillé en sursaut, ma mère au pied de mon lit en train de crier mon prénom, furieuse que je ne sois pas encore levé. L'écho du nom crié dans la jungle résonnait encore dans mes oreilles. Je suis resté quelques secondes sans bouger, le souffle court, comme si je m'attendais à voir encore ce temple surgir dans un coin de ma chambre. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais su ce qu'était réellement cet endroit perdu dans la jungle, ni pourquoi quelqu'un m'appelait avec une telle panique. J'ai découvert que j'étais capable de voler, mais personne ne me l'avait appris. C'était comme si cette capacité avait toujours été là, enfouie quelque part en moi, et qu'il me suffisait de la comprendre pour l'utiliser. Alors, j'ai passé ce qui m'a semblé être des jours entiers à m'entraîner, à tester mes limites, à trouver l'équilibre parfait entre la volonté et le lâcher-prise. Je commençais par de simples bonds, à quelques mètres du sol, puis peu à peu, je maîtrisais les virages, les montées rapides, les descentes en spirale. À chaque tentative, je ressentais une adrénaline incroyable, comme si l'air lui-même répondait à mes intentions. Le jour du grand test approchait, celui où je devais enfin voir jusqu'où je pouvais monter, jusqu'à quelle hauteur mon corps pouvait défier la gravité avant de devoir redescendre. Je me préparais mentalement, visualisais la trajectoire, sentais déjà le vent contre mon visage. Mais au moment même où je prenais mon élan, juste avant de décoller pour de bon, tout s'est interrompu brutalement. Je me suis réveillé, frustré, arraché au rêve en plein vol. J'ai fermé les yeux, respiré lentement, et je me suis forcé à me rendormir. J'avais besoin d'y retourner. Et j'y suis parvenu. Dès que le rêve a repris, je me suis élancé dans les airs avec une telle liberté que j'en riais tout seul. Voler dans un rêve, c'est tout simplement trop jouissif, presque addictif. Rien n'égalait cette sensation, cette impression de flotter au-dessus du monde, sans aucune limite, sans aucune peur. Quand je me réveille le matin, j'ai généralement une trentaine de minutes devant moi avant de devoir vraiment sortir du lit. C'est devenu une sorte de routine, un moment flottant entre le sommeil et l'éveil, et ce qui est surprenant, c'est que si je fais un rêve juste avant d'ouvrir les yeux, je peux souvent le reprendre là où il s'était arrêté si je me rendors rapidement. Cette capacité m'a offert quelques aventures assez étranges, mais celle de la nuit dernière sort vraiment du lot. J'étais dans une sorte de complexe touristique immense, quelque part entre un parc naturel futuriste et un Jurassic Park sans les dinosaures. L'endroit était vaste, entouré de jungles luxuriantes, de bâtiments modernes en verre, et d'installations un peu trop bien gardées pour un simple lieu de détente. Il y avait quelque chose de sous-jacent, comme si le calme apparent dissimulait autre chose, mais je n'y prêtais pas vraiment attention sur le moment. Ce qui retenait surtout mon attention, c'était l'un des employés du resort. Un gars canon, avec ce genre de charisme tranquille qui te donne l'impression qu'il est à la fois inatteignable et déjà en train de t'observer. Avant de me réveiller la première fois, il y avait eu quelques regards échangés, quelques sourires à demi avoués, une tension flottante mais encore floue. Alors dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai fait en sorte de replonger immédiatement. Et ça a marché. Le rêve m'a accueilli comme si je n'étais jamais parti. Cette fois, les choses ont avancé plus vite. On a parlé, on s'est rapprochés, et il y avait une sorte d'alchimie entre nous, naturelle, évidente. On s'est retrouvés à marcher sur une plage isolée pendant que le soleil commençait à se coucher derrière les collines. Il avait cette façon de parler, calme mais assuré, qui te donne envie d'écouter même s'il ne disait rien de particulier. Je ne me souviens pas de tout dans le détail, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'à la fin de cette demi-heure volée au réel, on était ensemble. Et même si ce n'était qu'un rêve, j'ai passé cette matinée avec le sourire aux lèvres, comme si j'avais brièvement vécu quelque chose de vrai dans un monde qui ne l'était pas. J'ai rêvé une fois que toute ma famille, ainsi que mes amis les plus proches, se retrouvaient réunis sur le plus grand paquebot jamais construit, un navire gigantesque qui semblait flotter entre le luxe, la science-fiction et une ambiance presque irréelle. Il y avait des piscines sur plusieurs étages, des salles de jeu, des forêts artificielles en plein centre du bateau,
et même un mini-volcan qui crachait de la vapeur décorative. L'ambiance au début était parfaite, comme une immense fête qui ne s'arrêtait jamais. Mais à un moment du voyage, quelque chose a changé. Le navire a traversé une zone qu'il n'aurait jamais dû approcher, un endroit isolé de l'océan où des conteneurs de déchets radioactifs flottaient à la dérive. On ne l'a compris que trop tard. Une étrange lumière verte a commencé à émaner de l'eau, puis on a tous été exposés, sans vraiment savoir à quoi. Mais au lieu de tomber malade, on s'est réveillé le lendemain avec des mutations. Des pouvoirs. Certains subtils, d'autres complètement absurdes. Moi, je pouvais bouger les objets par la pensée. Je n'avais même pas besoin de me concentrer, il suffisait d'une envie. Je lançais des donuts à travers la pièce comme s'ils étaient téléguidés, et ils rebondissaient sur mon frère, qui avait désormais une peau aussi dure que de la roche. Il rigolait, évidemment, parce que les donuts rebondissaient sans laisser la moindre trace. Chacun avait développé quelque chose. Certains pouvaient respirer sous l'eau, d'autres voyaient dans le noir, et un cousin à moi pouvait faire léviter les chaises en les regardant d'un air ennuyé. Mais ce qui nous a tous marqués, c'était cette fille que tout le monde semblait détester, même si aujourd'hui je ne pourrais pas dire pourquoi. Peut-être une ancienne dispute, ou juste son attitude générale. Elle aussi avait muté, mais son pouvoir n'avait rien d'utile ni d'impressionnant. Elle avait hérité d'une énorme queue de lézard, grasse et rigide, comme celle d'un gecko qui aurait abusé de son alimentation. Elle pleurait, se plaignait de son apparence, répétant qu'elle ne ressemblait plus à rien. Et pendant qu'elle gémissait, assise au bord de la piscine, cette énorme queue traînant derrière elle, on n'a pas pu s'en empêcher. On a tous éclaté de rire. Je me suis réveillé au milieu de ce fou rire, encore à moitié dans le rêve, avec des images complètement absurdes en tête. Et pendant quelques secondes, j'ai presque cru que j'allais pouvoir soulever mes draps sans bouger un muscle. J'ai fait un rêve où tout ce qui pèse dans la vraie vie avait disparu. Il n'y avait plus de dettes, plus de stress, plus de pression. Personne au-dessus de moi pour me dire quoi faire, aucun patron à supporter, aucun emploi répétitif qui vide l'esprit, aucun devoir à rendre, rien de tout ça. C'était comme si le monde entier s'était vidé de ses contraintes, comme si la réalité elle-même avait été allégée. Tu veux des détails ? Je n'en ai presque aucun. Ce n'est pas le genre de rêve qu'on retient pour ce qu'on y voit, mais pour ce qu'on y ressent. Ce que je me rappelle avec une précision étrange, c'est cette sensation de flottement intérieur. Une légèreté pure. Mon corps était là, mais mon esprit n'avait plus rien à fuir, plus rien à redouter. Il n'y avait pas de bruit parasite dans ma tête, pas de liste de choses à faire, juste un calme profond qui me suivait comme une brise douce. Et pour une raison que je ne m'explique pas, tout ça se passait dans un magasin de bricolage. Un grand espace lumineux, rempli d'outils, de bois, de pots de peinture bien rangés, et d'odeurs de métal et de sueur. Je n'y faisais rien de particulier, je n'achetais rien, je me promenais simplement dans les rayons comme si j'étais dans un sanctuaire. Peut-être que ce lieu représentait quelque chose de stable, ou peut-être que le rêve a choisi ce décor au hasard. Mais peu importe. Ce qui comptait, c'était ce sentiment d'être enfin libre de tout. Et franchement, même si ce n'était qu'un rêve, j'y retournerais sans hésiter. Ma situation était un peu différente des rêves ordinaires. J'étais en plein cauchemar, l'un de ceux qui prennent immédiatement toute la place dans ton esprit, comme s'ils s'étaient incrustés dans ta réalité. C'était une apocalypse zombie. Le genre classique à première vue, mais avec cette intensité propre aux rêves qui te font douter de tout. Je courais à travers une ville déserte, les rues étaient dévastées, et une horde me poursuivait sans relâche. Le ciel était gris, l'air chargé d'un silence anormal, seulement brisé par les grognements désinfectés. J'ai fini par me faufiler dans une maison abandonnée, la première porte que j'ai pu forcer. Tout à l'intérieur semblait figé dans le temps. Des jouets renversés, une télévision encore allumée mais sans signal, et une odeur de poussière et d'humidité. J'ai barricadé la porte comme j'ai pu, trouvé un coin un peu à l'écart, et je me suis accroupi, dos contre le mur, en essayant de calmer ma respiration. C'est à ce moment-là que j'ai entendu les bruits dehors, des râles graves, lents, presque humains.
J'ai posé ma tête contre mes genoux pour me reposer quelques secondes, juste pour ne pas perdre le contrôle. Et là, je me suis réveillé. Le soulagement a été immédiat. J'étais dans mon lit, le cœur battant, trempé de sueur, mais sain et sauf. C'était fini. J'ai jeté un œil autour de moi, respiré un bon coup, puis je me suis rendormi sans trop réfléchir, pensant que le pire était passé. Mais à peine mes yeux fermés, le rêve a repris exactement là où il s'était arrêté. Même décor, même son, même sensation poisseuse dans l'air. J'étais toujours dans la maison, la tête posée sur mes genoux, et en me redressant, j'ai eu cette pensée soudaine, glaçante, « Oh mon Dieu, ce n'était pas un rêve ». Dans le rêve, j'étais persuadé que mon bref réveil n'avait été qu'un fragment confus, un moment de délire dans ce cauchemar bien réel. Tout était devenu plus intense. Les sons étaient plus nets, les ombres plus épaisses, et chaque mouvement que je faisais me semblait accompagné d'un poids nouveau, comme si la gravité avait changé. Le reste de la nuit a été un combat entre cette fausse réalité terrifiante et l'impossibilité de me convaincre que je dormais encore. Je me souviens avoir tenté de me pincer, de me cogner contre le mur, mais rien ne me réveillait. C'était comme être piégé dans un film d'horreur dont je ne contrôlais plus le scénario. Ça a été une nuit difficile, clairement. Mais ce qui m'a marqué, c'est la façon dont le rêve s'est recollé à lui-même après ce court moment de réveil, comme s'il avait attendu que je revienne. Ce bref passage dans le monde réel, cette pause de 10 minutes, m'a semblé n'être qu'une illusion comparée à l'intensité du rêve. Et pendant un bon moment, au réveil définitif, j'ai dû me convaincre que j'étais bel et bien sorti de là. J'étais un jeune officier soviétique, debout sur la place rouge, juste avant le début du grand défilé de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Celui où le maréchal Djoukov devait arriver à cheval, vêtu de son uniforme blanc immaculé, à la tête de ses troupes. L'air était chargé d'une tension solennelle, le ciel bas, les pavés encore humides, comme si l'histoire elle-même retenait son souffle. Mes ordres étaient précis, je devais faire en sorte que l'atmosphère soit vivante, enthousiaste, débordante d'énergie. Pas de visage froid ou figé, c'était un jour de triomphe et il fallait que ça se sente, que ça résonne dans chaque recoin de la place. Je m'étais assuré que mes hommes étaient prêts. Ils savaient ce qu'on allait faire, et surtout comment. Dès que le maréchal est apparu au loin, majestueux sur son cheval blanc, l'image même du héros victorieux, nous avons démarré. En turc, notre langue natale, nous avons commencé à scander un chant emprunté au monde du football, un refrain puissant et rythmé, quelque chose qui faisait vibrer le sol sous nos bottes. On hurlait, on sautait, on frappait nos paumes sur nos cuisses en rythme, et les échos de notre chant résonnaient contre les murs du Kremlin. Le refrain disait, en gros, le roi du monde arrive. Et même dans ce contexte improbable, ça collait parfaitement. Les autres unités nous regardaient, certaines avec surprise, d'autres avec un mélange d'amusement et d'admiration. Nous avions apporté un élan brut, quelque chose de vivant au milieu de cette cérémonie rigide. C'était bruyant, sincère, et totalement en décalage avec le protocole, mais à ce moment-là, tout le monde semblait accepter l'instant pour ce qu'il était, un débordement d'émotions vraies. Le prochain chant allait être pour Staline lui-même. Pas juste en son honneur, mais directement pour lui, dirigé vers lui. Quelque chose d'encore plus audacieux, plus théâtral. Mes hommes étaient prêts, les regards déjà tournés vers la tribune officielle, l'énergie montant encore d'un cran. Mais juste au moment où j'allais donner le signal, j'ai ouvert les yeux. Brutalement sorti du rêve, arraché à ce moment unique. J'étais de retour dans mon lit, encore habité par le bruit des chants, le galop du cheval de Djoukov, et cette étrange fierté d'avoir transformé un instant d'histoire figée en un souvenir presque vivant. Et pendant un instant, je me suis vraiment demandé si ce n'était pas un souvenir que j'avais oublié. J'ai eu pas mal de rêves marquants, mais bizarrement, j'ai du mal à m'en souvenir précisément. Il y en a pourtant un qui reste gravé, pas parce qu'il était agréable, mais parce qu'il m'a forcé à rejouer un cauchemar que je voulais justement fuir. Dans ce rêve, je me retrouvais poursuivi à travers une maison par un type armé. C'était un endroit familier mais flou,
comme si les pièces étaient assemblées à partir de souvenirs mélangés. J'essayais de me cacher, de trouver des chemins pour lui échapper, mais tout tournait mal à chaque fois. Il me traquait sans relâche, méthodique, presque mécanique. Finalement, il m'a coincé dans une pièce sans issue. J'étais acculé contre le mur, il m'a levé son arme, et au moment où il a tiré, je me suis réveillé d'un coup, le cœur battant comme s'il avait vraiment touché sa cible. J'ai cru que c'était terminé, que j'avais échappé à cette scène. Mais en me rendormant un peu plus tard, le rêve a recommencé. Pas tout à fait identique, mais le même décor, le même homme, la même course à travers la maison. C'était comme si mon esprit avait remis la scène en boucle, me donnant une seconde chance d'en sortir, sauf que cette fois encore, ça n'a mené nulle part. Je courais, je me débattais, je pensais pouvoir changer le déroulement, mais l'issue restait la même. C'était loin d'être agréable. Le pire, c'était cette conscience que j'étais encore dans le rêve, que je n'étais pas vraiment réveillé, mais incapable de me forcer à en sortir. Une sorte de piège mental, comme si mon cerveau avait décidé de m'imposer une rediffusion d'un film d'horreur sans m'en laisser le contrôle. Depuis, je garde cette sensation étrange qu'on peut parfois être à la fois spectateur et prisonnier de ses propres rêves. J'ai des rêves récurrents où je découvre une pièce cachée, parfois même un étage entier, dans la maison où j'ai grandi ou dans une autre maison qui semble familière sans vraiment exister. C'est toujours inattendu. Parfois je pousse une armoire un peu trop loin, j'ouvre une porte que je croyais condamnée, ou je remarque un escalier que je suis certain de n'avoir jamais vu auparavant. Et là, tout s'ouvre. Chaque fois, je me retrouve à explorer un espace oublié, recouvert de poussière mais étrangement intact. Il y a des meubles anciens, des piles de journaux, des objets que personne n'a touchés depuis des décennies, et toujours cette impression étrange que le lieu est figé dans le temps. J'ai l'impression de marcher dans une capsule de mémoire, comme si ces pièces renfermaient non seulement des choses physiques, mais aussi des souvenirs qui ne m'appartiennent pas vraiment, ou que j'avais complètement oubliés. Ce qui me fascine le plus dans ces rêves, c'est ce sentiment d'excitation tranquille, cette curiosité profonde que je ressens en avançant. Chaque pièce mène à une autre, chaque porte dissimule un détail nouveau, une boîte remplie de lettres jaunies, un miroir brisé avec des traces de mains, un vieux tourne-disque encore en état de marche. Et pourtant, juste au moment où je sens que je vais comprendre. Juste au moment où la question du pourquoi commence à prendre forme, tout s'interrompt. Le rêve s'efface, comme si quelqu'un coupait la scène avant la révélation. Alors je me rendors, souvent avec l'espoir naïf de retrouver ce couloir, cette trappe, cette poignée de porte légèrement décalée dans le mur. Et parfois j'y arrive, mais ce n'est jamais pareil. Il manque la spontanéité, cette montée douce de mystère. Le décor est là, mais il sonne creux. Comme si forcer le rêve le vidait de sa magie. C'est frustrant, parce qu'au fond, je n'ai jamais su pourquoi ces pièces étaient là. Pourquoi elles étaient cachées. Pourquoi elles me revenaient encore et encore, toujours riches en promesses, mais avares en réponses. Pourtant, malgré tout, j'espère encore y retourner un jour, et cette fois peut-être, franchir enfin la dernière porte. La fin du monde sur une plage. J'allais chercher une glace pour ma famille quand soudain le soleil est devenu violet, s'est mis à tourner et à chuter derrière l'horizon. Tout le ciel l'a suivi, remplacé par les ténèbres. La gravité s'est brisée, nous sommes tombés, incapables de bouger. Le monde autour de nous s'est mis à s'aplatir inexorablement, glissant lentement vers une faille noire au bout du néant. Une voix a commencé à appeler des noms, et les gens se faisaient aspirer dans la nuit. Puis ce fut mon tour. Je me suis laissé glisser vers le bord, paniqué, et en basculant par-dessus l'horizon, j'ai compris que je n'avais plus de corps. Je n'étais plus qu'un regard qui voyageait dans l'espace. Cela a duré très longtemps. Nous avons dépassé toutes les belles planètes, quitté lentement le système solaire. Puis nous avons traversé la galaxie et l'avons laissé derrière nous. Quelque part très loin, dans l'obscurité totale, de faibles lumières ont commencé à apparaître. Des étoiles et des constellations que je n'avais jamais vues auparavant. Je savais à cet instant qu'elles nous attendaient,
et même si cela prend une éternité, nous les atteindrons. Et une fois que ce sera fait, toutes nos questions auront une réponse. Nous saurons enfin ce qui se trouve là-bas, et pourquoi nous existons. Nous nous rapprochions. De plus en plus. Presque arrivé, je le sentais, ce n'était plus qu'une question de temps. Et puis mon cerveau a choisi de se réveiller. J'ai pensé désespérément, non pas maintenant, encore un instant, mais c'était trop tard, le rêve s'était envolé. J'étais furieux. Parfois, je crois que mon propre cerveau se moque de moi. C'est un peu l'inverse, mais une fois j'ai fait un rêve où j'étais dans l'aéroport de ma ville natale, un assez grand. Soudain, une fusillade a éclaté dans le terminal. J'ai déjà travaillé dans un aéroport, alors j'ai couru vers le premier employé que j'ai trouvé et je lui ai fait ouvrir la porte la plus proche donnant sur le tarmac. On a commencé à évacuer les gens pendant que les coups de feu se rapprochaient. D'une manière ou d'une autre, j'ai été la dernière personne à passer la porte. Quand je suis arrivé sur le tarmac, il n'y avait plus personne. Pas une âme. Même les bruits venant de l'intérieur de l'aéroport s'étaient arrêtés. Au-dessus de moi, les nuages étaient plus noirs que la nuit, et des éclairs violets frappaient sans cesse. J'ai marché jusqu'au centre du tarmac, les yeux rivés vers le ciel. Des avions ont commencé à s'écraser autour de moi, dans une mise en scène presque cinématographique. Franchement, le spectacle m'a coupé le souffle, mais pas dans le bon sens. C'était angoissant et théâtral, une scène de pur cauchemar que je peux encore revoir dans ma tête si je me concentre. Je me suis réveillé juste au moment où un 737 s'écrasait sur moi. J'ai vraiment une imagination démente. J'ai fait un rêve où j'étais une sorte d'agent infiltré travaillant pour une agence secrète. J'avais déjà mené à bien des dizaines d'assassinats de cibles de haut niveau. Un jour, on m'a confié une mission étrange, éliminer une cible de bas niveau dans un simple bureau. Ça m'a paru louche, alors par précaution, j'ai pris plus d'explosifs et de munitions que d'habitude. Je me suis introduit dans le bâtiment de nuit, avançant prudemment jusqu'à la pièce où travaillait la cible. À travers la porte vitrée, je l'ai vu assis à son ordinateur. J'ai utilisé un pistolet avec silencieux pour l'éliminer rapidement. Mais une fois l'assassinat accompli, ma curiosité m'a poussé à fouiller dans son PC. Et là, je suis tombé sur des fichiers classifiés inquiétants, ils reliaient le président du pays à quelque chose de si dangereux que ça pouvait détruire la nation entière. Ce que j'ignorais, c'est que le PC était surveillé à distance. J'ai été repéré immédiatement. Apparemment, des agents de secours étaient déjà en place au cas où je raterais la cible. Et maintenant, ils avaient pour ordre de me liquider sur le champ. Avant même d'avoir le temps de réfléchir, 3 agents ont fait irruption dans la pièce. J'étais caché derrière le bureau, alors j'ai dégoupillé une grenade et je les ai éliminés à travers le mur. C'est là que ma mission a pris un tout autre tournant, je devais désormais empêcher le président de nuire. J'ai infiltré une base ultra sécurisée pour l'atteindre. Les scènes d'action étaient incroyables, impossibles à décrire. J'ai fini par atteindre la salle du président. J'y ai lancé une grenade, mais il a réussi à s'échapper et à quitter la base. Je l'ai poursuivi dehors. Des gens couraient dans tous les sens, et des cendres tombaient du ciel. Un volcan était en éruption, la lave s'approchait. Le président s'était réfugié sur une plateforme protégée par un bouclier, en plein cœur du volcan. Je sautais de roche en roche, porté par la lave en fusion, pour le rejoindre. Et puis je me suis réveillé. J'ai tout essayé pour me rendormir, pour savoir si je l'avais eu ou non. Impossible. Ce rêve date d'il y a 10 ans, et je m'en souviens encore parfaitement. Je me suis réveillé dans un lit blanc, dans une maison étrange, à la fois maison blanche, maison de plantation et panthéon. Je ne comprends toujours pas comment ces 3 lieux pouvaient coexister, mais dans ma tête, c'était parfaitement naturel. Je suis sorti du lit. Je portais une chemise en flanelle rouge, un jean bleu, et j'avais les cheveux courts. Je suis sorti dehors.
Tout ce que je pouvais voir, c'était du brouillard, quelques pas éparpillés. Une légère brise flottait dans l'air. Elle effleurait mon visage doucement, avec une fraîcheur qui me donnait la chair de poule. Puis je me suis rendu compte que je me tenais debout sur une piscine lunaire. J'ai baissé les yeux, les étoiles et la lune s'y reflétaient dans une brume bleutée et pâle. En levant la tête, j'ai aperçu une silhouette fine, au bord du brouillard. Je l'ai regardée s'approcher lentement, non, la regarder. À mesure qu'elle se rapprochait, les détails devenaient plus nets. De longs cheveux noirs, soyeux, bougeaient doucement dans le vent. Elle portait une robe blanche. Et quand le brouillard s'est dissipé, j'ai vu sa peau pâle, son visage ovale, d'une beauté troublante. Nos regards se sont croisés, et elle m'a dit d'une voix douce, mais ferme, « Il est temps de partir. » Je lui ai répondu, « Non, pas encore. » Le ton était décidé, mais sans hostilité. Nous nous sommes regardés longtemps. Dans ses yeux, je lisais clairement, « Tu vas le regretter. » Mais j'ai tenu bon. Et puis, j'ai remarqué une étrange créature à ses pieds, un petit chien démoniaque qui l'accompagnait. C'est à ce moment-là que je me suis réveillé. En sueur. En pleine nuit. J'avais 9 ans. Dans mon rêve, j'étais beaucoup plus âgé que je ne l'étais vraiment. Et je voulais désespérément y retourner, comprendre ce que cela signifiait. Où voulait-elle m'emmener? Pourquoi étais-je dans ce corps? Et encore aujourd'hui, ce rêve reste gravé dans mon esprit, aussi vif que la nuit où je l'ai fait. J'ai rêvé de quelque chose d'étrange, qui s'est finalement transformé en concept pour une histoire que je suis en train d'écrire. Il y avait 2 îles en forme de croissant de lune. Les parties intérieures des croissants se faisaient face, créant un cercle d'océan entre elles. Sur chaque île se trouvait une grande nation, entourée de plus petits établissements qui cherchaient à gagner leur confiance et leur faveur. Ces petites communautés espéraient obtenir la protection des grandes cités. Au centre, dans la mer entre les îles, vivait un immense monstre marin qui attaquait les habitants de temps à autre. Pour s'en protéger, les cités avaient construit d'énormes murs décorés de têtes de monstres pour tenter de l'effrayer. Chaque cité avait ses propres lois, sa vision de la société, ses traditions, etc. Ce que je trouvais le plus fascinant, c'est que même si elles étaient en compétition, elles collaboraient quand même pour maintenir une économie stable et s'assurer mutuellement d'avoir les ressources nécessaires pour survivre aux attaques. Je voulais en savoir plus quand je me suis réveillé. J'ai noté tout ce dont je me souvenais, 1 an plus tard, je continue encore à développer cet univers. Je viens d'atteindre les 10 000 mots aujourd'hui, et j'en suis vraiment fier. J'ai une fois fait un rêve où je courais à travers un immense entrepôt vide, essayant désespérément d'atteindre le fond pour accomplir une sorte de but. Je n'ai jamais vraiment compris ce que j'étais censé atteindre, ni même quel était l'objectif, mais je savais que je devais absolument arriver au bout. À un moment, j'ai glissé et je suis tombé dans les escaliers, trouvant la mort. En me réveillant, j'étais pris d'une panique intense, j'étais convaincu que si je ne me rendormais pas immédiatement, je ne pourrais jamais atteindre ce but. Je me suis donc rendormi, mais cette fois, j'ai pris l'ascenseur. Pourtant, je suis encore mort. Mais je me suis rendormi aussitôt. Après plusieurs tentatives, j'ai essayé de sauter hors de l'ascenseur avant qu'il ne tombe, mais je me suis fait couper en 2. Et pourtant, la fois suivante où je me suis rendormi, j'étais enfin dans le couloir que j'avais essayé d'atteindre depuis l'ascenseur. Malheureusement, quelqu'un m'attendait. Je l'appelle le superviseur du scénario de mes rêves. Il ne me laissait pas passer et me posait des questions étranges sur la façon dont j'avais survécu à tout ce qui m'avait tué auparavant. Je lui répondais simplement que j'allais bien et que je voulais juste continuer, atteindre mon but. Après un long échange, il m'a finalement demandé « Et tes jambes, comment fais-tu pour tenir debout alors que l'ascenseur te les a sectionnées ?» Je lui ai répété que j'allais bien, que j'avais mes jambes, et que je voulais juste avancer. Il a posé ses mains sur moi et m'a dit que je devais regarder vers le bas avant de passer. Alors je l'ai fait, et tout ce que j'ai vu, c'était le sol. Aucune jambe.
Furieux, j'ai insisté, je vais bien, j'ai mes jambes, je veux passer. J'ai essayé de le pousser pour continuer mon chemin, et alors que je faisais un pas en avant, il a murmuré « Où sont tes jambes ?» À ce moment-là, la perspective de mon rêve s'est éloignée, comme une caméra qui recule, et j'ai vu mon corps, un simple torse flottant, tentant de forcer le passage. Je me suis réveillé immédiatement. Pendant des heures, j'ai essayé de me rendormir pour replonger dans ce rêve et atteindre mon objectif, mais impossible. Et encore aujourd'hui, ça me hante. Pourquoi cet objectif n'a-t-il jamais été défini ? Pourquoi ai-je pu replonger plusieurs fois dans ce rêve, mais pas la dernière ? Et surtout, qui était cette personne qui me bloquait le passage ? Il y a longtemps, j'ai fait un rêve dans lequel des fantômes vivaient dans le garage de ma famille. Nulle part ailleurs, juste dans le garage. D'une manière ou d'une autre, je suis devenu ami avec l'un d'eux. C'était une fille, mais elle ne pouvait pas me parler, ni quitter le terrain de la maison, et elle n'arrivait pas à exprimer autre chose sur son visage que des expressions terrifiantes. On jouait ensemble sur le perron de la maison quand deux types ont essayé de s'introduire chez nous. Elle a voulu les effrayer pour les faire fuir. Elle a fait une grimace terrifiante et a poussé un hurlement à glacer le sang, juste devant eux. Je n'ai pas vu son visage, mais je savais qu'elle faisait cette expression, et tout ce que j'ai entendu, c'était son cri. Les cambrioleurs ont pris la fuite, mais au lieu d'être soulagé, je me suis recroquevillé et j'ai commencé à pleurer tellement le cri m'avait effrayé. J'aimais énormément ce fantôme. J'avais oublié que sa raison d'être, c'était justement de faire peur, mais cette fois, elle l'avait fait pour me protéger, moi et la maison. Malgré tout, j'ai pleuré, et elle a essayé de me réconforter du mieux qu'elle pouvait. Puis je me suis réveillé. Je savais que c'était un rêve, mais je ne voulais pas laisser mon amie seule avec, comme dernier souvenir de moi, celui où elle m'avait fait pleurer sans le vouloir. J'ai essayé de me rendormir, et j'y suis parvenu. J'ai réussi à revenir dans le rêve, mais plusieurs années avaient passé. Il restait encore quelques fantômes dans le garage, mais beaucoup moins, et la plupart semblaient complètement indifférents aux humains. Je suis monté dans le grenier, et j'y ai trouvé des photos de moi, prises à l'époque où j'étais ami avec le fantôme. Sur l'une d'elles, j'ai vu une image très pâle de son visage, debout à côté de moi. Je suis redescendu du grenier, et je me suis réveillé. Je n'ai jamais eu l'occasion de dire à ce fantôme que je lui pardonnais, et pourtant je ressens encore un attachement émotionnel envers elle. C'était sans doute le plus beau cauchemar que j'ai jamais fait, et l'un de ceux où j'ai le plus voulu retourner, juste pour pouvoir lui dire qu'il n'y a aucune rancune. J'ai fait un cauchemar il y a quelques années, et certains passages me hantent encore. J'étais dans une ville où une épidémie avait éclaté. Les personnes infectées se mettaient à suinter une substance noire par les yeux et le nez, puis attaquaient ceux qui n'étaient pas encore contaminés. Pour une raison inconnue, je marchais dans un quartier complètement désert, quelques jours après le début de l'épidémie. Au loin, j'ai entendu quelqu'un pleurer, très faiblement. Je me suis approché et j'ai compris que ça venait d'un jardin à l'arrière d'une maison. Pour voir qui pleurait, j'ai dû escalader une haute clôture. En entrant dans le jardin, j'ai été horrifié. Il y avait là un tout petit enfant, pas plus de 3 ans, attaché à un poteau avec une laisse. Il pleurait. Je n'ai pas osé m'approcher, car l'enfant avait cette même substance noire qui coulait de son nez. Je me suis réveillé juste après ça, encore sous le choc. L'idée que ses parents avaient dû l'abandonner alors qu'il était encore vivant, l'attachant dehors, m'a vraiment bouleversé. J'ai eu du mal à m'en remettre pendant plusieurs jours. Ah, c'est reparti. J'ai fait ce rêve dont je me souviens encore très clairement, même si j'avais 9 ou 10 ans à l'époque. Je marchais dans la rue et je suis tombé sur mon institutrice de l'école primaire, une petite dame adorable avec un humour sec comme du papier. On a parlé un peu et elle m'a invité chez elle pour discuter autour d'une tasse de thé. Je suis entré chez elle, elle a préparé le thé et on s'est installé dans une pièce entourée de 3 murs entièrement faits de bibliothèques. Entre les bibliothèques, il y avait 2 fauteuils un peu chics et une table basse ronde.
On parlait tranquillement quand elle m'a dit qu'elle m'avait invité pour une bonne raison. Puis, elle a fait un truc, genre un tour de magie ou appuyé sur un bouton, je ne sais pas trop, et un mur s'est ouvert exactement comme dans le dessin animé Dexter's Laboratory. Elle m'a invité à entrer, et là, j'ai vu plein de gens qui faisaient toutes sortes de choses, certains étaient attachés à des tables métalliques comme dans un hôpital, d'autres étaient dans des tubes. L'endroit avait une ambiance très techno, avec des lumières bleutées partout. En avançant, je suis passé par une énorme porte tournante, un peu comme à l'entrée d'un centre commercial. Puis j'ai dû m'endormir sans m'en rendre compte, comme s'il y avait eu un sédatif ou quelque chose du genre. Je me suis réveillé attaché à une table métallique, complètement sans peau. Je voyais tous mes muscles bouger, se contracter, se tendre, pendant que j'essayais désespérément de me libérer. Mon ancienne prof est arrivée et m'a dit quelque chose du genre « Ne t'en fais pas, ça fait partie du processus ». Autour de moi, il y avait d'autres personnes dans le même état. Elle m'a finalement détaché et m'a donné une combinaison moulante bleu foncé. Elle m'a dit de la mettre. Une fois habillé, j'avais des capacités de super-héros, je courais super vite, je sautais hyper haut, j'étais ultra agile. Elle m'a expliqué que j'étais une sorte de recrue et qu'elle avait une mission à me confier. Ensuite, je me suis retrouvé téléporté quelque part près de chez moi, avec une fille que je connaissais à mes côtés, comme si c'était ma coéquipière. Notre mission était d'attraper une sorte de chien noir, invisible et changeant de forme. Je me souviens avoir pointé une espèce de gros blaster noir sur lui, et puis je me suis réveillé. Je peux te dire qu'à cet âge-là, j'étais vraiment dégoûté de ne pas avoir pu être un super-héros pour de vrai. Alors, dans ce rêve, je me suis disputé violemment avec un groupe de filles, qui ne sont d'ailleurs plus mes amies dans la vraie vie. C'était tard le soir, devant l'école. L'une d'elles, une fille que je venais à peine de rencontrer et qui avait été super méchante avec moi dans la réalité, a fini par partir en courant, en larmes, après que je lui ai balancé d'arrêter de faire sa garce et d'aller se faire voir. Je peux être agressive, mais seulement quand on me cherche. Je rentre chez moi et je vois aux infos qu'elle n'est pas rentrée chez elle et qu'elle est portée disparue. Comme c'est une fille populaire, tout le monde la cherche. Rapidement, la rumeur se répand que je suis la dernière personne à l'avoir vue, et là, tout le monde se retourne contre moi. Je reçois des menaces de mort, tout le monde me déteste. Je me réveille à ce moment-là, mais je voulais savoir la suite, alors je me rendors. Dans la suite du rêve, je pars moi aussi à sa recherche, mais personne ne la retrouve. Des semaines passent, et la police finit par dire que je ne suis pas suspecte, qu'il y a des preuves que je ne l'ai pas tué, ni blessé. Mais au lycée, les gens continuent à vouloir ma peau. Je suis devenu l'ennemi public numéro 1. Une semaine plus tard, alors que je suis à bout, Shane Dawson débarque et dit « Je vais faire un documentaire sur toi. » On fait une interview. Je lui raconte ma version, à quel point tout le monde me déteste, ce que j'ai vécu. Une semaine plus tard, dans le rêve, je me suicide. Et le lendemain, Shane sort son documentaire, prouvant que j'étais vraiment innocente depuis le début. Je n'ai pas été réveillé au milieu de ce rêve. En fait, je suis allé jusqu'au bout, et c'est moi qui ai décidé qu'il devait se terminer avant qu'il ne trouve sa propre fin. Si ça ne fait pas trop de sens, je comprends, alors voilà l'histoire. Il y a quelques années, je traversais une période difficile. Pour essayer de me détendre, j'ai décidé de faire une sieste l'après-midi. Mon rêve a commencé dans un vide blanc, où une femme assise à un comptoir d'accueil m'a dit que j'étais en train de rêver. Elle m'a expliqué que, vu mon état de stress, le fait que beaucoup de mes efforts ne portaient aucun fruit, et que je frôlais la dépression, elle et son organisation intervenaient pour m'aider. Elle disait travailler pour une sorte de société des rêves, un groupe qui opère entre la réalité et les rêves, et qui offre ses services aux personnes en détresse. Leur but est de permettre à ces gens d'avoir un contrôle total sur leurs rêves, pour qu'ils puissent au moins y trouver un peu de paix. Par contre, elle a précisé que ce service n'était offert qu'une seule fois par personne. Elle m'a ensuite informé que j'aurais un contrôle total sur mon rêve et m'a donné une petite leçon sur la différence de perception du temps entre la réalité et les rêves.
Elle m'a présenté un contrat qui disait que je resterais dans ce rêve pendant 3 années de rêve. Si je mourais dans ce monde, je me réveillerais. Si je décidais de mettre fin au rêve moi-même, tout ce que j'aurais fait dans cet univers serait effacé, comme si rien ne s'était jamais produit. Il y avait d'autres règles comme ça. Enfin, elle m'a expliqué qu'elle serait là tout au long du rêve en tant que superviseur, pour s'assurer que je ne fasse rien de trop extrême qui puisse nuire à mon esprit. Une fois que j'ai eu le contrôle total, j'étais littéralement comme un dieu. J'ai créé mon propre univers, développé des galaxies, des systèmes solaires entiers. Et pour ne pas gaspiller de temps, tout ça se faisait à une échelle comparable à SimCity mais version cosmique. La première année a été consacrée à façonner ma réalité idéale, à créer des planètes, des créatures, des civilisations. J'ai même créé des humains et d'autres espèces intelligentes. J'étais devenu le dieu de mon propre univers. Pendant la deuxième année, j'ai surtout observé l'évolution naturelle de mes créations. Mais il y avait un système solaire en particulier auquel je m'étais profondément attaché. Pour vivre pleinement cette expérience, j'ai pris une forme humaine et j'ai décidé d'explorer ce monde à travers les yeux d'un simple mortel. Pour maximiser mon temps, j'ai manipulé la perception temporelle. Je pouvais vivre une vie entière en quelques secondes de rêve, mais seulement en forme humaine. Ma superviseure était toujours à mes côtés pour m'accompagner. Elle acceptait mes choix tant que je ne brisais pas les règles, seulement les pliais un peu. J'ai vu mon monde évoluer, ces civilisations se développer. J'ai exploré les ruines, interagi avec des peuples que j'avais moi-même créés, des demi-humains, des monstres intelligents, des créatures fantastiques. C'était digne d'un anime. J'ai voyagé de planète en planète, vécu une vie de science-fiction, découvert de nouvelles espèces. Ma superviseure est devenue une véritable amie. J'ai passé cette deuxième année à vivre des milliers d'années aux côtés de quelqu'un que j'appréciais vraiment. Mais à la fin de la deuxième année, une guerre galactique a éclaté. Mes créations ont découvert qui j'étais et ont décidé de me traquer, me considérant comme un dieu déchu. Je n'ai pas eu le cœur de les détruire. Je les aimais. J'aimais mon monde. L'idée de tout effacer m'était insupportable. Pourtant, cela ne les a pas empêchés de vouloir ma mort. Si j'étais tué, je me réveillerais. Alors j'ai fui. Mais dans ma fuite, ma superviseure a été gravement blessée. Et même avec tous mes pouvoirs, je ne pouvais pas la sauver. Elle m'a dit que, puisqu'elle ne faisait pas partie du rêve que je contrôlais, mes pouvoirs n'avaient aucun effet sur elle. Il ne me restait qu'une seule solution, mettre fin au rêve 1 an plus tôt. Car si je mettais fin au rêve moi-même, tout serait effacé, donc elle ne mourrait pas. J'ai regardé mon univers s'effacer. Mes créations, ma réalité, mon monde idéal. Tout disparaissait sous mes yeux. Même si je n'en avais pas la force auparavant, j'ai dû me convaincre qu'il n'était pas réel, qu'il n'était que des fragments de mon imagination. Quelques secondes avant la fin complète, j'ai fait mes adieux à mon monde. Je me suis retrouvé dans le vide blanc, là où tout avait commencé. Elle était là, m'attendant. Elle m'a remercié d'avoir abandonné une année d'omnipotence pour lui sauver la vie. Mais elle était triste, car cela voulait dire que le contrat était rompu, et que son organisation avait échoué à me libérer pleinement de mon stress. Elle s'en voulait d'avoir écourté cette expérience à cause de sa blessure. Je lui ai répondu que ce n'était pas grave, que tous les rêves finissent un jour, et que j'aurais sûrement passé ma dernière année à faire n'importe quoi de toute façon. Elle m'a alors expliqué que j'étais sur le point de me réveiller, et que je ne pourrais peut-être jamais revenir ici. Bien qu'on ait partagé énormément de choses, qu'on soit devenus proches, aucun de nous n'a laissé couler de larmes. Elle s'est levée, m'a salué et a dit « Merci d'être venu. Je te souhaite bonne chance à ton réveil, et j'espère te revoir un jour. » Puis tout est devenu blanc. Je me suis réveillé immédiatement après. Je ne me sentais ni fatigué, ni stressé. Je me souvenais de tout. Et j'ai décidé de me mettre au travail avec un esprit plus positif. J'ai encore mes hauts et mes bas aujourd'hui, mais depuis ce rêve, je prends la vie du bon côté, et je m'amuse. C'était le plus beau rêve que j'ai jamais fait.
J'ai noté ce rêve peu de temps après m'être réveillé au milieu de la nuit. Je marchais dans une zone boisée. J'ai aperçu un homme complètement immobile. Il y avait clairement quelque chose d'anormal. En m'approchant, je l'ai vu commencer à bouger. J'ai remarqué que son bras était noirci et que sa main manquait. Je lui ai dit « Monsieur, tout va bien ». Il m'a ignoré et s'est mis à marcher d'un pas saccadé, agitant les bras comme s'il cherchait son chemin à l'aveugle. J'ai continué à l'appeler, mais il ne m'a jamais répondu. J'ai fini par comprendre qu'il avait dû être victime d'un incendie ou d'une explosion, qu'il ne voyait ni n'entendait, et qu'il cherchait désespérément de l'aide. En regardant autour de moi, j'ai vu la carcasse calcinée d'une maison, peut-être détruite par le feu ou une explosion. J'avais peur de le toucher, de crainte que cela lui cause une douleur insupportable. Alors j'ai commencé à appeler à l'aide à mon tour. C'est à ce moment-là qu'un van est arrivé. J'ai ressenti un soulagement, mais 3 hommes en sont sortis et ont commencé à se moquer de moi et de l'homme blessé. Ils ont dit qu'ils étaient des voyageurs du temps et ont plaisanté en disant que j'allais brûler dans cette maison, comme lui, laissant entendre qu'ils allaient me renvoyer dans le passé pour que je périsse aussi dans l'incendie. J'ai rapidement pris mes distances pour m'éloigner d'eux. J'avais de la peine pour l'homme blessé, mais je ne savais pas quoi faire de plus. Un certain temps plus tard, je me promenais avec ma femme. J'étais toujours angoissé par ce qui s'était passé. On est entré dans un genre de tunnel, mais en réalité c'était une sorte de voûte formée par les arbres. Au bout de ce tunnel, on voyait une maison en flammes, mais les flammes allaient à l'envers, comme si le feu se décomposait. Et à la fin, la maison était intacte. L'angoisse est montée d'un coup, je savais que c'était cette maison dont les voyageurs du temps avaient parlé, celle où j'étais censé mourir. Et je ne pouvais pas m'empêcher d'y avancer. Soudain, un astronaute est apparu à la sortie du tunnel. Il courait dans notre direction. Mes sentiments envers lui étaient ambigus. Il semblait peut-être vouloir nous aider, mais il y avait une impression d'inévitabilité, comme s'il ne pouvait rien faire ou, pire, qu'il allait être à l'origine d'un désastre. Plus il approchait, plus tout devenait sombre, jusqu'à ce que je ne vois plus rien. Je pouvais juste entendre nos pas crisser sur le sol, et le souffle lourd de l'astronaute qui courait vers nous. J'ai senti quelque chose me toucher, mais je n'ai pas eu le temps de comprendre si c'était lui ou ma femme. Je me suis réveillé, terrifié. J'étais à l'étage, dans ma chambre. Le couloir qui part de ma chambre s'étend en ligne droite sur environ 6 mètres avant de tourner à angle droit vers la droite. Le couloir continue alors sur une distance équivalente, puis les escaliers descendent à droite en un virage serré. Au lieu d'avoir un mur juste à côté du palier supérieur des escaliers, il y avait une sorte de prolongement, une plateforme qui continuait encore un peu. Sur cette plateforme, j'ai vu la sœur aînée de ma mère et sa fille, en train de jouer avec son enfant. Pendant que je les regardais jouer sur le tapis de cette plateforme, c'était comme si nous étions dehors, dans l'herbe, mais en même temps toujours sur le tapis. En m'approchant d'eux, du coin de l'œil, j'ai remarqué quelque chose en bas des escaliers. Je me suis tourné pour regarder en bas du virage, suivant la rampe qui repartait à gauche. Et là, au bas des marches, décalé de quelques mètres, il y avait un banc public en bois. Il était en chêne, vieux, avec cette teinte grisée qu'il prend avec l'âge et les intempéries. Rustique et rouillé, il se tenait là. Je me suis tourné pour le voir de face, et sur ce banc, j'ai vu ma grand-mère. Elle était assise, savourant la brise et l'air frais de cette maison devenue prairie. Je me suis retourné vers ma cousine, son enfant et ma tante et j'ai dit, « Vous la voyez ?» en pointant du doigt ma grand-mère. Je la regardais droit devant moi, et elle était toujours là, paisible. Mais elles m'ont répondu, « Qui ça ? De qui tu parles ?» J'ai dit, « C'est Medzmama. » C'est Medzmama juste là, et j'ai de nouveau pointé vers elle. Elles ont regardé exactement là où je montrais, mais elles ne voyaient rien. Je me suis tourné à nouveau, et elle était toujours là. Alors j'ai dit, « Laissez tomber, je vais la voir. » J'ai dévalé les escaliers, et en courant, j'ai ressenti quelque chose de profond, je redevenais un enfant. Un petit gamin maladroit, débordant de joie, courant vers celle qui m'aimait et que j'aimais. En arrivant en bas,
je me suis jeté dans ses bras dans une étreinte si chaleureuse que le monde entier semblait disparaître. Je pleurais dans ses bras. Elle avait changé. Elle semblait plus jeune, plus pleine de vie. Et quand j'ai levé les yeux vers elle, je mesure un m95 et elle faisait environ un m75, d'où cette impression enfantine, elle m'a regardé exactement comme elle l'avait fait pendant les 15 années où je l'avais connue. C'est le sommeil le plus paisible que j'ai jamais eu. J'ai déjà rêvé de ma grand-mère depuis sa mort, mais ces rêves s'étaient espacés avec les années. Celui-ci, c'était la première fois qu'elle apparaissait depuis 7 ans. Totalement inattendu, et il m'a fait pleurer de joie au réveil. Je l'ai raconté à mes parents. Ma mère, sa fille, a eu les larmes aux yeux et m'a dit « Je suis contente qu'elle soit venue te protéger ». Quand elle est décédée, j'ai eu cette sensation étrange, ce que j'appelais le manque de câlin. Ça peut sembler bête, mais je ressentais profondément le besoin de retrouver ses bras, sa façon de me protéger. Ce manque a duré des mois après son départ. L'étreinte dans ce rêve, c'était fou. Essentiel. Rien que j'aurais pu imaginer ou prédire. Ce rêve date d'octobre 2018. C'est étrange d'être un homme adulte et de vivre quelque chose d'aussi profond en rêve. Tu me manques, Medzmama. Merci d'être venu me voir. On se reverra. Dieu est bon. Quand j'étais enfant, je faisais souvent un rêve très vif et récurrent dans lequel ma mère achetait un nouvel ouvre-boîte. C'était un rêve qui ressemblait à une journée normale. Mon père se moquait de son apparence, mon grand frère taquinait ma mère en disant qu'elle avait maintenant besoin d'un ouvre-boîte électrique, ma mère insistait en disant que c'était super tendance, et moi je riais. L'ambiance était légère, tout le monde s'amusait. Mais quand elle l'a utilisé, l'ouvre-boîte a commencé à émettre une fumée épaisse qui s'est mise à recouvrir toutes les surfaces en se répandant. La fumée a envahi toute la pièce, et au contact des gens, elle les transformait en pierre. Mon cerveau avait même inventé les sons de mon père et de mon frère en train de se faire pétrifier pendant que je m'enfuyais. J'ai réussi à me glisser sous le bureau d'angle de l'ordinateur et je regardais la fumée grimper lentement vers moi. Ma mère est tombée au sol en tendant le bras vers moi, et j'ai vu ses yeux juste avant qu'elle ne se transforme en pierre. J'avais 8 ans. C'était absolument terrifiant. Je restais là, à pleurer, et c'est alors que le classique extraterrestre gris, grande tête, grands yeux noirs, posait lentement ses doigts autour du bureau, se penchait et me regardait. Chaque fois. C'est à ce moment précis que je me réveillais. Ses yeux noirs et froids, pendant une semaine entière. Comme j'étais un enfant introverti, et que mon père, insomniaque avec de l'apnée du sommeil, ne devait surtout pas être réveillé, aller dans la chambre de mes parents n'était pas une option. Dans ma tête, j'aurais été grondé. Alors je restais dans ma chambre, à pleurer seul, en essayant de comprendre ce que je venais de vivre, regarder toute ma famille mourir sous mes yeux. Au bout de plusieurs nuits sans dormir, quelque chose a changé. J'étais juste en colère. Ce soir-là, je me suis mis au lit. Je suis resté dans le noir pendant 10 bonnes minutes. Je me répétais sans cesse, ils ne mourront pas cette fois, les aliens n'existent pas, tu vas les arrêter. Quand j'ai enfin réussi à m'endormir, tout s'est déroulé comme d'habitude. Je me suis retrouvé sous le bureau, en train de pleurer, mais cette fois, une part de moi est devenue lucide, les aliens n'existent pas. Les doigts ont commencé à s'enrouler autour du bureau, et là, mon grand frère a surgi en criant « Je t'ai eu ». On a crié, on s'est bagarré, et la journée a continué. Je n'ai plus jamais refait ce rêve. Et depuis, j'ai monté mon niveau de sommeil, maintenant je peux faire des rêves lucides. J'ai un coup de cœur depuis 3 ans, quelqu'un qui m'a déjà rejeté, clairement, sans détour. Et pourtant, j'ai rêvé qu'on était ensemble, comme un vrai couple. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans ce rêve, pas de scène grandiose, juste des gestes simples, des regards, cette proximité naturelle qu'on partage dans les rêves quand on croit que tout est possible. C'était paisible, évident, comme si on avait toujours été là, l'un avec l'autre. Quand je me suis réveillé, la réalité est revenue d'un coup, froide, sans appel.
J'ai gardé les yeux fermés, refusé d'accepter que c'était fini. J'ai essayé de me rendormir, de forcer mon esprit à retourner là-bas, à replonger dans ce moment où elle m'aimait. Mais ça n'est jamais revenu. C'était terminé. Ce rêve-là, c'était la seule fois où j'ai pu vivre quelque chose avec elle, même si ce n'était qu'un mensonge doux offert par mon propre esprit. Et maintenant, même ça, je ne peux plus y retourner. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.